Bienvenue à tous au premier chapitre de ce podcast où l'on s'intéresse au parcours humain qui mène à l'entrepreneuriat. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir comme invité Yves Chieva qui va nous raconter son histoire, son parcours, les challenges qu'il a eu et surtout comment est-ce qu'il a pu vraiment arriver à construire ce qu'il est et ce qu'il a fait aujourd'hui. Yves, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui pour partager avec nous votre expérience. C'est un honneur parce que c'est le chapitre numéro 1 de ce podcast. Et pour commencer, j'aimerais que vous me racontiez votre histoire. Où est-ce que vous avez grandi? Quelle est votre histoire? Racontez-moi. Alors, merci pour cette belle opportunité d'échanger. Moi, je suis natif de la France, donc j'ai grandi dans la région des Hauts-de-France, dans une zone rurale. Donc, voilà, j'ai passé mon enfance dans un petit village de la région de la Picardie. Comment ça s'est passé votre enfance? Racontez-moi. Comment est-ce que vous avez grandi? Est-ce qu'à l'époque, il y a eu autour de vous quelque chose qui a fait que vous ayez l'idée de devenir entrepreneur? Alors, j'ai eu une enfance heureuse. Je jouais beaucoup au football et je suis monté à Paris pour faire mes études. D'accord. Donc, je savais pas exactement pour quel métier ou pour quel avenir. Et puis, j'ai fait des études dans une école de commerce. Et ensuite, j'étais attiré par l'international. Donc, c'était vraiment ça mon moteur. Et justement, vous mentionnez qu'à ce moment, vous étiez très jeune et vous n'aviez pas une idée précise des études ou de la voie que vous vouliez prendre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi des études de commerce? Alors, ça s'est fait un peu progressivement. En fait, j'étais plutôt bon élève en mathématiques et en langue. Et puis, j'avais une sorte de curiosité pour le monde. Mais il n'y avait pas vraiment de choses plus précises que ça au départ. Et puis, au fur et à mesure, grâce à l'école de commerce, j'ai découvert les différents métiers qu'on pouvait développer. Je me suis spécialisé en stratégie et en innovation. Et ensuite, ça a été un peu un fil rouge tout au long de ma carrière. Oui. Restons un peu dans ces années du début. Vous aviez quel âge quand vous étiez à l'université? Je devais avoir entre 19 et 24 ans. J'ai pris mon temps pour mes études. J'ai fait 2 années de classe préparatoire, plus une année d'alternance. Donc j'ai fait mes études supérieures sur 6 ans. Et voilà, j'ai eu l'occasion de voyager aussi, d'étudier 6 mois à Montréal. Donc j'en garde de très bons souvenirs. J'ai pu essayer plusieurs types d'entreprises, être en immersion dans un pays comme l'Allemagne, où ça m'a permis de mieux maîtriser la langue. Et puis aussi c'est des années qui sont charnières au niveau du réseau. En fait, on s'en rend pas compte, mais les amis des études, on garde le contact avec quelques-uns de ses amis. Et puis après, c'est toujours un plaisir de se revoir. Et cette période-là des études, quels sont vos souvenirs? C'était une période agréable ou au contraire, est-ce qu'il y avait du challenge là-dedans? Comment vous l'avez vécu? Alors, globalement, très agréable. C'est vraiment des belles années. On fait beaucoup la fête, on peut faire du sport, on a pu voyager. Donc vraiment des très belles années. Il y avait des challenges aussi. Donc, comme j'ai grandi dans une zone rurale, le fait de monter à Paris, c'était un peu un challenge parce qu'on passait de bon élève dans notre petite école à l'un des moins bons élèves dans l'école parisienne. Donc, il fallait un petit peu s'accrocher. Mais c'était formateur et puis je suis relativement persistant, donc je suis pas lâché et ça m'a amené à faire de belles choses. Et vous mentionnez justement que vous venez d'une zone rurale et quand vous avez décidé d'aller à l'université, quelle a été la réaction de vos parents? Ça a été bien pris ou c'était plutôt tu devrais rester par là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je pense que j'étais le premier de la famille à faire une école de commerce, donc il y avait peut-être un peu un inconnu. J'ai une grande sœur qui a fait une école d'ingénieur. Voilà, donc on n'était pas forcément une famille de commerçants. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire mes choix. Et donc je le regrette pas. Je pense que c'était la bonne voie pour moi. D'accord.
Vous avez mentionné aussi le fait de ces voyages. Est-ce que c'est pendant ces voyages que vous avez fait des stages en entreprise, que vous avez eu ces immersions que vous mentionnez auparavant? Vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été ces expériences? Oui, j'ai dû faire 7 ou 8 stages en tout. Je me souviens très bien les premiers stages que j'ai réalisés en Allemagne, donc au fin fond de la forêt noire, au milieu d'une région que je connaissais pas du tout. Où j'arrivais en bus avec ma valise, parlant très mal la langue. Pareil à Francfort. Et c'est vrai que c'est des moments où on est un petit peu en dehors de la zone de confort, mais où on apprend beaucoup, même si on ne maîtrise pas la langue comme on devrait. C'est là qu'on progresse. Et les jeunes Yves de ces moments qui débarquent en Allemagne avec sa valise, comment est-ce qu'il imaginait sa vie? Ça s'est passé quand il y a 20, 30 ans. Facile, ouais. Comment est-ce qu'il imaginait à ces moments-là? J'avais pas vraiment de plan de carrière. Enfin, j'ai jamais vraiment eu de plan de carrière. J'avais une envie de voir le monde, une envie de voyager, une envie de rencontrer des personnes de qualité. Et puis, après, je pense que mes qualités sont plutôt conceptuelles et transversales. Donc, finalement, la stratégie, ça me correspondait bien. Et voilà. Et puis après, je suis allé de pays en pays, d'expérience en expérience, bon, sur des thèmes liés à la stratégie, à l'innovation ou au commerce. Et voilà. Est-ce que vous aviez déjà conscient de ces qualités ou vous les avez découvertes tout au long de votre chemin? J'ai découvert tout au long du chemin. La curiosité, je crois que je l'ai depuis tout petit. Après, la stratégie, c'était je crois que j'ai une capacité conceptuelle et j'ai une capacité à tirer des liens entre différentes choses un peu de haut niveau. Et je suis peut-être moins dans la précision, le détail. Donc voilà, c'est comme ça que le métier s'est présenté à moi. D'accord. On va faire un petit saut dans le temps. Donc, le très jeune Yves va faire place à Yves adulte. Et racontez-moi comment est-ce que vous avez débarqué dans le monde professionnel? Alors, ça s'est fait progressivement. Les stages, les alternances, la coopération du service national à l'étranger à Berlin. Et puis ensuite, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Reuters, que j'ai rejoint pour le côté multimédia. À l'époque, on était en 1999. Et pour moi, c'était les leaders du multimédia. Et c'est ça qui m'a attiré. Et donc, je les ai rejoints à Francfort. Ils m'ont envoyé ensuite à Genève, puis Londres, Casablanca et de nouveau Genève. Et en fait, c'était plus une entreprise d'information pour les marchés financiers. Et la partie média que je connaissais à l'époque, quand j'avais souhaité les rejoindre, en fait, est une activité qui était moins importante relativement. Et voilà, donc j'ai rejoint cette entreprise pour suivre ma passion de la publicité, des médias, de la stratégie. Puis j'ai découvert grâce à eux les marchés financiers. Et je comprends très bien et j'imagine que c'était très excitant pour vous. Mais la question qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est est-ce que les rêves de jeune Yves ont rencontré la réalité de Yves adulte dans ce poste-là, dans ce premier emploi? Oui, je pense. Je faisais partie d'un programme graduate européen. Donc, on avait un sorte de parcours qui était prévu pour nous, où on devait faire 4 villes différentes, 4 fonctions différentes, le service client, la vente, la finance et le projet. Et puis, donc, ça m'a amené à faire mes valises assez souvent, à bouger assez souvent. Et ensuite, j'ai été expatrié à Casablanca au Maroc. Donc, en fait, à chacune des étapes, il y avait à la fois beaucoup d'opportunités, beaucoup de nouveautés, des nouveaux collègues, des nouveaux projets, mais aussi des challenges, des difficultés pour se faire accepter, s'intégrer, apprendre la langue,
découvrir la culture, la comprendre, éviter les malentendus, que ce soit avec les clients ou avec les collègues. Donc, c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Et si vous deviez choisir l'un ou l'autre, quelle a été l'expérience la plus formatrice? L'université ou cet emploi chez Reuters? C'était difficilement comparable. Je pense que ce que j'ai fait à l'ESCP en tant qu'étudiant m'a beaucoup aidé parce que ça m'a donné les fondamentaux, les bases. Et ce que j'ai appris chez Reuters, c'est un peu plus la réalité du terrain, la réalité du marché. Donc bizarrement, on n'avait pas tellement appris la vente en école de commerce. Et c'est plutôt quelque chose que j'ai appris chez Reuters, à trouver mon premier client, récupérer un pays entier avec 80 clients dont on doit s'occuper, couvrir 2 pays, puis toute une région. Puis je m'occupais j'avais une fonction qui couvrait le monde au niveau de l'efficacité de vente. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris chez mon employeur de l'époque, Reuters. Est-ce que cette expérience qui vous a fait visiter tellement de pays, d'endroits, découvrir des cultures différentes, des savoir-faire, est-ce que vous pensiez que ça a changé votre vie? Est-ce que ça a changé votre vision du monde? Oui, assurément. Je pense qu'à chaque fois, je le suis principalement dans la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, ça m'a permis de découvrir de nombreux pays, l'Autriche, Chypre, l'Égypte, Dubaï, avec des collègues aussi, des collègues qui travaillent dans ces différents hubs. Et puis quand j'avais des fonctions, des responsabilités mondiales, je devais également interagir avec mes collègues d'Asie et d'Amérique. Donc c'est vrai que c'est très différent entre un rôle local où, par exemple, j'avais 80 clients marocains au Maroc, ou un rôle mondial où on doit plus coordonner. On avait 7000 vendeurs dans le monde et on doit plus faire de la coordination, comprendre les différences culturelles entre les régions. Même si on avait des produits qui étaient les mêmes partout dans le monde, il fallait quand même les adapter, ne serait-ce qu'aux langues des différents pays. Est-ce qu'on peut vendre de la même façon à Genève qu'à Casablanca? Probablement pas. C'était à peu près c'était grosso modo les mêmes services, avec quelques exceptions près. Il y avait certains services qui étaient disponibles à Genève qui n'étaient pas disponibles à Casablanca. Mais la dynamique concurrentielle n'était pas la même. En fait, à Casablanca, à l'époque où j'y étais, on avait 100% de part de marché. Donc on devait défendre un marché pour empêcher notre concurrent principal d'y rentrer. À Genève, on avait déjà des concurrents, donc c'était pas exactement la même façon. Et je pense que culturellement, c'est très différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu de quoi il s'agit? Quelles étaient ces différences culturelles qui vous obligeaient un peu à vous adapter? Oui, volontiers. En fait, à Genève, on avait essentiellement des clients entreprises, donc des clients de trésorerie d'entreprise ou de banque privée, principalement. C'est avec eux que j'avais affaire, ou des salles de marché. Au Maroc, j'avais comme client la Banque centrale, quelques banques, mais aussi des entreprises de production d'huile ou de phosphate ou d'énergie. Donc, il y avait peut-être proportionnellement plus d'industries et d'entreprises et de commerce, et un peu moins de banques. Après à Genève, il y avait quelques banques, mais il y en avait moins qu'à Genève. Et dans ce parcours international, où est-ce que vous avez eu le plus de plaisir à travailler? J'ai eu du plaisir, heureusement, à chaque étape. Je pense que c'est important sur le chemin. Si je dois en ressortir une, j'aime bien évoquer le Maroc. J'ai passé des très belles années. C'était aussi un peu les prémices de l'entrepreneuriat, dans le sens où notre direction était à Dubaï, il venait quasiment jamais nous voir, donc on était déjà très autonome. Je m'occupais du Maroc et de Malte.
Donc j'avais déjà beaucoup de liberté. Et ça, c'était très appréciable et c'était moins possible dans les grands centres comme Paris, Londres ou Francfort, où on est plus un maillon de la chaîne. Là, le fait d'être dans un pays plus petit, mais avec de fortes potentialités de développement, c'était intéressant pour moi. Quelle a été la suite de ces parcours professionnels? Alors, après 3 ans au Maroc, je suis revenu à Genève. J'ai fait encore 5 ans chez Reuters à Genève. Et ensuite, j'ai quitté Reuters pour me mettre à mon compte entrepreneur. D'accord. Ok, donc on arrive rapidement à l'entrepreneuriat finalement. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous nous avez raconté justement au Maroc, c'était vraiment le moment charnière qui a fait que vous avez décidé d'entreprendre. Est-ce que c'est ça ou comment ça se passait? Racontez-nous. Je pense que c'était plus une évolution lente, c'est-à-dire que j'avais déjà initié des projets en intrapreneuriat lorsque j'étais à Londres, plutôt que de suivre le parcours fléché qu'on devait faire. Ensuite, le Maroc, c'était un peu l'apprentissage de l'autonomie et de l'indépendance, parce que finalement, nos chefs n'étant pas là, on devait un peu être responsable nous-mêmes de ce qu'on faisait. Et voilà, donc après ces quelques expériences d'intrapreneuriat et de direction commerciale autonome, je trouvais que j'étais prêt. Et j'approchais gentiment de la quarantaine, donc je me suis dit, c'est le moment. Et c'était à Genève ou au Maroc? Alors, j'ai créé à Genève. Donc, à Genève. Ouais. J'ai pas créé d'entreprise au Maroc. J'ai créé ma première entreprise à Genève. À Genève. Et ça fait maintenant 14 ans. 14 ans. Ouais. Donc, une très belle et longue expérience. Et est-ce qu'il y a eu un moment bien précis, mais vraiment ce moment-là qu'on ne peut pas oublier, ou cette inspiration, ou parfois c'est quelque chose qui fait qu'on se dit, là, je dois y aller maintenant. Ou pas? C'était relativement une continuité. Donc, je voyais que je stagnais un petit peu professionnellement chez Reuters. Pour évoluer, j'aurais dû partir. Donc, j'avais le choix entre partir à Dubaï et rester chez Reuters ou rester à Genève et faire autre chose. Et c'était un moment de ma vie où j'avais envie de me stabiliser à Genève. Et donc, j'ai pas pris l'option de partir une fois de plus. J'ai pris l'option de rester. Et comme j'approchais de la quarantaine, je me suis dit, voilà, c'est le moment de... Si t'essayes pas maintenant, t'auras peut-être plus l'occasion de le faire. Donc, voilà. Il y avait un peu un côté, horloge biologique qui me dit que c'est bien de tenter la chance avant 40 ans. Et puis, le fait d'avoir... déjà essayé en intrapreneuriat et en autonomie commerciale avant, me donner un niveau de confiance. Alors, j'aimerais que vous partagiez donc ces débuts d'entrepreneur. Parce que je crois qu'il y a des entrepreneurs qui regardent ce podcast qui ne se sont pas encore lancés. Il y a d'autres qui sont en train de le faire et d'autres peut-être qui stagnent. Et je crois que c'est très important que les gens comprennent quel est ce parcours, quels sont les challenges qu'il y a eu, les expériences, les bons moments, peut-être aussi. Je crois que c'est important de partager parfois ces moments dont on a tendance à ne pas trop parler. Je crois que les gens doivent savoir quelle est la réalité de l'entrepreneuriat. Si vous voulez bien nous partager, et on va commencer donc cette vie d'entrepreneur qui a commencé ici à Genève il y a déjà quelques années. Comment ont été ces débuts? Je crois qu'au début, il y a beaucoup d'excitation. Je me souviens vouloir cibler trois marchés en particulier qui étaient un peu des marchés de passion. Celui du sport, celui de l'éducation, celui de la sécurité. Et puis finalement, déjà le temps passe très vite. Donc 14 ans sont passés très très vite, ce qui est plutôt un bon signe, globalement. Mais effectivement, il y a eu des challenges. Il y a eu des mois difficiles. Il y a eu des clients qui voulaient pas payer. Il y a eu
voilà, des partenaires qui se révèlent être pas très fiables. Donc oui, sur le chemin, il y a des bons et des mauvais moments, c'est tout à fait exact. Est-ce que ces débuts d'entrepreneuriat, c'était quoi l'idée à l'époque? Et c'est quoi, quel a été l'aboutissement vraiment de ce parcours? Est-ce que ça correspond? Est-ce que vous aviez imaginé au début ou pas? Ou est-ce que, comme on le voit souvent chez les entrepreneurs, on commence avec une idée et on dit que souvent on a ou du succès ou on apprend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là au tout début? J'ai dû beaucoup apprendre alors. D'accord. Non, effectivement, au départ, je pense que je pensais que mes compétences et que 3 marchés cibles suffiraient. Ça n'a pas été le cas. Donc, de ces 3 marchés cibles, celui de l'éducation est resté un peu tout pendant les 15 ans. J'ai enseigné pendant quasiment tout le temps. Mais on n'a pas réussi à vraiment rentrer dans le marché du sport. Le marché de la cybersécurité, on était probablement trop tôt et peut-être pas assez technique. Donc voilà, et puis finalement avec le temps, si je regarde 14 ans plus tard la réalité de mon activité, c'est pas du tout la même chose que qu'on avait imaginé au début. Donc si j'ai bien compris, vous avez commencé avec des formations, c'était ça? Mm-hmm. C'était un institut de formation ou une activité? C'était quoi cette première activité? En quoi elle consistait? En fait, je pensais soit créer un institut, soit être enseignant indépendant et pouvoir enseigner dans plusieurs écoles. Et je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. Soit on appartient à une école, soit on crée sa propre école, mais le fait d'être multi-école, c'est pas forcément un modèle si facile à mettre en place. Donc je l'ai vu assez vite. Et c'est pour ça que j'ai continué à faire de la formation, parce que j'aime bien transmettre, mais j'ai diversifié un petit peu mes activités. Si j'ai bien compris, c'était l'acquisition des clients qui était difficile à ce moment-là, oui. Avec ces modèles? Oui. Je pense que ce que j'ai sous-estimé, c'était le temps et la difficulté de l'acquisition des clients. Donc le coût d'acquisition de clients. Est-ce que vous avez commencé seul ou vous avez un partenaire? Comment vous avez fait ça? Au départ, on avait un plan pour créer une entreprise à 3 avec deux ex-collègues de Reuters. Mais en fait, ils ont repris un emploi salarié et je suis le seul à avoir continué. Donc, le plan de départ à 3, c'est finalement transformé en une création d'entreprise en solopreneur. Et donc, déjà, là, le plan de départ avait été un petit peu, disons, écarté depuis le début. Et puis, j'imagine, qu'est-ce que vous avez prévu faire à 3? Vous avez commencé à le faire à vous tout seul. C'était un peu ça? Bah oui. Donc, effectivement, on avait prévu un partenaire qui était plus sur le côté finance administratif, un partenaire qui était plus sur la technologie et moi qui devais m'occuper du commercial. Et le fait de se retrouver tout seul, ça m'a fait faire un peu tout. Et quel est le moment où vous avez pris conscience que vous deviez changer de stratégie? Je revois ma stratégie tous les ans, par petites touches. Donc il y a à la fois une certaine continuité que j'aime bien, notamment au niveau de continuité des personnes, continuité des fournisseurs, des clients que j'entretiens, partenaires. Mais je pense que c'est important de faire évoluer la stratégie parce que l'un des points forts des petites structures comme la mienne, c'est d'être agile, de pouvoir changer facilement et de pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc en fait, ma stratégie, elle évolue d'année en année. Et à ce moment-là, quand vous avez pensé, vous avez compris que finalement les stratégies devaient changer, qu'est-ce que vous avez fait pour corriger un peu la direction de votre activité? Qu'est-ce que vous avez imaginé? Pourquoi? Quelles sont les ressources que vous avez amenées? Il y a quelques éléments que je trouve très importants. Le premier, c'est de m'entourer des bonnes personnes. Donc, quand l'activité va moins bien, j'essaie de trouver des nouveaux partenaires, des nouveaux canaux, des nouveaux clients, bien entendu.
À Genève, on a une particularité, c'est que les personnes vont et viennent. Tout à fait. Donc, les premiers partenaires, je sais pas, les 5 partenaires clés que j'avais au départ, ils sont probablement plus dans la région de Genève, donc j'ai dû me retrouver d'autres au fur et à mesure. Et donc voilà, j'ai changé pas mal de fois d'adresse, pas mal de fois de fiduciaire, pas mal de fois de partenaire, pas mal de fois de clients. Donc ça nécessite d'avoir une énergie pour toujours aller chercher des clients, des partenaires, les uns après les autres. Et c'est un peu aussi les besoins des clients qui font qu'on pivote. Donc ce qu'on leur propose et ce qu'ils veulent, c'est jamais 100% la même chose. Et on doit décider de faire ce qu'ils nous demandent ou de faire qu'on veut ou de faire quelques compromis. Est-ce que c'est difficile pour un entrepreneur, justement, d'avoir un plan, d'avoir quelque chose à offrir à un client et de se confronter à la réalité, d'avoir ce client qui vous dit ben non, moi je vais avec ça. Et qu'est-ce que ça demande? Quelle qualité? Qu'est-ce qui est important? Écouter les clients ou vous écoutez vous? C'est une très très bonne question. Bon, ça demande des qualités d'agilité, de flexibilité. Je crois pas trop au fait de pousser un produit ou de pousser un service à un client qui n'en a pas besoin. Donc on essaie plutôt d'être dans une posture d'écoute et d'empathie pour comprendre leurs attentes, leurs problèmes, leurs enjeux. Maintenant, le risque avec cette approche-là d'être très orienté client, c'est qu'ils nous emmènent là où ils veulent aller. Et du coup, à partir du moment où on a 50 clients et 50 clients qui nous demandent d'aller dans 50 directions, ça devient ingérable. Donc aujourd'hui, on a à peu près 5 lignes de business pour une 50aine de clients différents. Donc on essaye quand même de canaliser et aussi de dire non. Donc parfois pas facile quand on est entrepreneur de refuser, mais disons que si vraiment le client nous emmène là où on ne veut pas aller, avec l'expérience, j'ai appris qu'il fallait mieux dire non que de s'embarquer dans une mission mal cadrée, mal ficelée, sur lequel finalement ça va aller nulle part, où le client ne sera pas satisfait parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on découvre avec l'expérience. Donc, dans ce podcast, on s'intéresse, ou je m'intéresse beaucoup en tout cas, un peu à la spiritualité, à tout ce qui est la sagesse ancestrale, notamment l'instant, l'animal, vraiment. Et là, ce que vous venez de me dire me fait penser justement à ça. Lorsque on n'est pas aligné, parce que ou un client ou quelque chose fait que on se sent pas confortable. On va peut-être à l'encontre de nos valeurs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez senti qu'il y avait des clients qui vous demandaient d'aller à l'encontre de vos valeurs ou des situations? Alors, ça m'est arrivé d'avoir des clients avec qui ça se passe très bien et ça m'est arrivé d'avoir des clients avec qui ça se passe mal. Donc, j'ai eu les 2 cas de figure. Et donc, quand ça se passe mal, j'essaie de comprendre pourquoi. De faire la part des choses entre ce que moi je dois changer, parce que d'abord, on n'est pas parfait, peut-être qu'on a fait des erreurs. Ou effectivement, est-ce que c'est plutôt une question d'alignement de valeurs ou de malentendus ou d'intérêts divergents. Voilà, et parfois on y arrive à comprendre pourquoi, donc c'est satisfaisant parce qu'on peut se quitter bon ami et dire bon voilà, on n'est pas fait pour travailler l'un avec l'autre. C'est plus frustrant quand on comprend pas pourquoi. Voilà, donc quand on se retrouve pas aligné mais sans vraiment comprendre où est le problème, voilà. Est-ce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, de business, des choses très concrètes, pensez-vous que c'est important justement d'être en accord avec nos valeurs ou c'est pas forcément nécessaire? Moi, je pense que c'est fondamental. En fait, chez Synthesia, on a fait un gros travail sur nos valeurs. Au départ, c'était pas facile parce que il y avait une confusion entre mes valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Au moment où j'ai fondé l'entreprise tout seul, donc au début, c'était la même chose. Mes valeurs et celles de l'entreprise. Et avec le temps, voilà, on en a
on teste nos valeurs auprès de nos clients et auprès de nos partenaires pour savoir si ils les reconnaissent, si ils sont en accord avec ça. Et notre décision aussi consiste à dire ce qu'on ne veut pas faire. Donc on a aussi sur notre site web un certain nombre d'industries avec lesquelles on ne souhaite pas travailler. Comme ça, c'est relativement clair. Alors c'est peut-être pas bon pour le business, mais ça nous permet de dormir sur nos deux oreilles en accord avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces métiers, ces entreprises, enfin, sans donner des noms bien sûr, mais peut-être est-ce que c'est des corps de métier ou Oui, c'est des industries avec lesquelles on n'a pas, on ne souhaite pas travailler pour être en accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire que comme on travaille avec l'industrie de la santé, avec l'industrie de la décarbonation, donc on a nos services sont orientés vers la protection de l'environnement, la santé, le sport, le tourisme durable. Donc on peut pas à la fois aller vers cette industrie et en même temps aller vers l'inverse. Donc par définition, les industries très polluantes ou les industries qui vont nuire à la santé, on va peut-être pas s'interdire de travailler avec eux, mais si on travaille avec eux, c'est pour les transformer. Donc, voilà. est-ce que, par exemple, la minerie serait une de ces industries? Les métaux, vous voulez dire, ou Les mines d'or, par exemple. Alors ça s'est jamais, le cas ne s'est jamais posé. C'est juste un exemple. Ouais, non, c'est un exemple. Moi, je m'intéresse comme je viens d'une zone rurale, je m'intéresse à tout ce que je comprends. Donc, Oui. j'aime bien le côté terre, sol, matériaux. Donc, ça m'intéresse et il y a énormément d'innovations possibles. Donc, on n'a pas exclu les métaux, les minerais, l'énergie ou l'agriculture parce que c'est des produits qui viennent de la terre. Maintenant, ce serait plus sur des questions d'ordre éthique. Par exemple, s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants esclaves ou ce genre de choses avant de travailler avec un acteur de ce secteur. Quelle serait une des industries auxquelles Synthesia dirait non? Concrètement. La drogue. La drogue. Ok. Supposons, aujourd'hui, un représentant d'un cartel de X pays vient avec une valise 2026 avec une valise pleine de dollars. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez Yves ou chez Synthesia? Alors, il va repartir avec sa valise pleine de dollars. Et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas un tout petit peu d'éthiquement Non, sans hésitation. Ok. Donc, c'est vraiment, est-ce que je peux dire que vraiment, avec l'expérience et l'âge que vous avez, vous tenez vraiment à ces valeurs et que vous considérez qu'elles sont fondamentales pour un entrepreneur? Alors, elles sont fondamentales pour moi. Je prétends pas avoir raison et je pense que peut-être d'autres personnes peuvent avoir d'autres valeurs. On a, je sais pas, le monopole des valeurs. Mais voilà, mais les nôtres sont clairs. J'ai étudié en philosophie le corps et la nature. Ça m'a marqué. Donc pour moi, c'est un corps sain dans un esprit sain et protection de la nature, c'est des gros piliers. Donc si vous voyez la stratégie 2026-2028 de Synthesia, on va vers des solutions d'intelligence artificielle souveraine, responsable sur le marché de la santé et de l'environnement. Donc on peut pas à la fois faire ça et faire l'inverse. Yves, on va clore ce chapitre en transmettant des expériences, en donnant des tips aux entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, à ceux qui commencent maintenant et à ceux qui hésitent. Et évidemment, ce sera basé sur votre parcours, votre expérience, vos croyances. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez en premier à un entrepreneur qui hésite aujourd'hui à se lancer? Alors,
je pense que il faut avoir une motivation et être lucide par rapport à la qualité de son service ou de son produit. En fait, c'est assez facile de créer une entreprise, mais la développer dans le temps, c'est là que se trouvent les défis, les difficultés. Donc, que je peux partager moi avec quelques années de recul, c'est que effectivement ça prend plus de temps que prévu, c'est plus difficile que prévu de trouver des clients, on doit adapter son offre aux différents clients, c'est pas facile d'imposer un standard quand on est une petite structure, suivre aussi ce que fait la concurrence. Donc tout ça c'est des conseils de bon sens, et comme j'accompagne aussi des entrepreneurs ou des personnes qui se posent la question, ce que j'observe, c'est que certaines ou certains sont très prêts, ils ont déjà tout et plus pour démarrer et ils ne le font pas. Et d'autres qui sont pas du tout prêts, ils vont. Donc sur ce continuum de ceux qui auraient peut-être pas dû le créer parce qu'ils n'étaient pas assez prêts et ceux qui sont largement prêts et qui n'y vont pas, il faut essayer de trouver des points de décision, go, no go, en étant le plus lucide possible par rapport à ce que son produit ou son service peut réellement faire sur un marché. Et avoir tout ça, ça prend du temps. C'est pas juste une décision qu'on prend sur le coup de tête en disant je veux devenir entrepreneur, je me lance demain. Il faut avoir réfléchi à ces différentes choses. Comment vous expliquez ce phénomène que vous venez de décrire, des personnes qui seraient prêtes, ne se lancent pas, et ceux qui ont une idée un peu construite, mais qui ne savent pas trop, ils se lancent. Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est beaucoup des questions de confiance en soi, et des personnes qui ne se sentent pas capables d'y aller alors qu'elles ont les qualités pour. Moi-même, je comprends pas forcément, hein. Je suis plutôt dans ce cas-là moteur à leur dire mais si, c'est super, tout est prêt, je comprends pas ce qui te retient. Et à l'inverse, en fait, on a parfois des personnes qui sont un peu tout feu tout flamme et qui vont aller rapidement tester leur idée sur le marché, ce qui est très bien, mais qui ont peut-être pas suffisamment réfléchi à tout ce que ça va impliquer pour eux de devenir entrepreneur et qui vont découvrir les difficultés chemin faisant. Donc, si j'ai bien compris, la planification et la préparation est capitale. Oui, ça permet de dérisquer. Donc, c'est vraiment le cœur pour moi, l'entrepreneuriat, c'est dérisquer. C'est-à-dire que il y a des risques et savoir les réduire pour pouvoir durer et accroître dans le temps. Est-ce qu'un entrepreneur doit être courageux ou savoir bien planifier? Je pense qu'il faut les deux. C'est ces points d'équilibre en fait qui sont difficiles à savoir. Se demander est-ce que là je suis en train de persister et c'est bien, je suis courageux, ou est-ce que je suis en train de m'obstiner sur quelque chose qui ne marchera jamais. Et c'est pas facile d'arrêter en fait. De la même façon que dans les entreprises, c'est difficile d'arrêter des projets parce que ça implique des personnes. Dans l'entrepreneuriat, reconnaître qu'un produit ou qu'un service sur lequel on a beaucoup investi, beaucoup réfléchi, beaucoup misé, c'est difficile de reconnaître que ça va pas marcher, que ça va pas marcher. On peut être tenté de continuer encore un mois, encore 2 mois, encore 3 mois. Et donc, j'en reviens à ces points de décision clairs. En fait, continuer ou arrêter, c'est des décisions fréquentes qu'on doit prendre. Et c'est jamais trivial. J'ai l'exemple d'entrepreneurs qui se mettaient des go, no go tous les 3 mois. Donc moi j'avais l'impression que c'était un truc fantastique qui allait cartonner. Puis en fait eux décidaient d'arrêter parce qu'ils n'étaient pas là où ils voulaient être 3 mois plus tard. Donc je pense que la science de l'entrepreneuriat, elle est un petit peu sur ces questions de dérisque et sur ces questions de est-ce que je m'entête ou est-ce que je persiste? Est-ce que je suis en train de faire les bons choix? À ces entrepreneurs, justement, qui se trouvent dans le doute, est-ce que je dois continuer? Est-ce que j'arrête?
quel est ce moment précis où on sait qu'il faut s'arrêter? Quel est le critère qu'à votre avis permet de dire ça ne va pas marcher? Parce que quand on commence, on nous dit il faut persévérer. Mais quel est ce moment où il ne faut plus persévérer? Est-ce qu'il y a un indicateur? Quelle est la formule? Alors, c'est l'importance des indicateurs. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a les indicateurs, donc, parce que les données parlent. Donc, si on voit bien, si on a 5 produits ou 5 services, on voit bien avec les chiffres ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, déjà prendre en considération les données. Et puis, je pense qu'il y a aussi une part d'intuition dont on parle peu. Mais en fait, l'entrepreneur, avec la somme d'informations et les échanges aussi qu'on a eu avec les clients, on sent quand même un petit peu s'il y a un potentiel ou s'il n'y a pas de potentiel. On sent si c'est un non ferme ou si c'est un peut-être ou si c'est un oui mais plus tard. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans les données, qui sont plus dans l'intuition ou l'interprétation. Et puis la troisième chose auquel moi j'accorde beaucoup d'importance, c'est d'avoir des conseillers, des conseillères. Parce que nous on est un peu la tête dans le guidon en train de pédaler et d'essayer d'aller le plus vite possible. Donc le fait d'avoir des avis extérieurs, ça je pense que ça a beaucoup de valeur. D'avoir quelqu'un qui ose nous dire non mais là Yves, tu nous as déjà dit la même chose il y a 3 mois, t'es en train de t'aveugler toi-même sur ta propre entreprise, il faut que tu arrêtes ça, fasse plus de ça et moins de ça, parce que sinon voilà, c'est pas comme ça que tu devrais passer ton temps, ou c'est pas comme ça que tu vas arriver à tes objectifs. Donc le fait d'avoir des personnes bienveillantes en tant que conseillère ou conseiller, je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas se rendre compte non plus de tout. En 2026, quels sont les indicateurs que tout entrepreneur doit suivre? Moi, je suis très fan d'indicateurs. C'est un peu mon domaine. Les indicateurs financiers, les indicateurs non financiers. Donc, les miens sont assez classiques. C'est chiffre d'affaires, marge brute, marge nette, nombre de clients, nombre de partenaires, d'une part, mais aussi des indicateurs non financiers sur l'eau, l'air, les émissions de CO2. Et puis, ce côté social, en fait, le fait d'avoir des événements où on peut rencontrer les gens en vrai par rapport à derrière son écran. Donc ça, c'est mes indicateurs à moi. Il n'y a rien de magique, hein, mais ils me correspondent bien et je pense qu'ils sont assez utiles en début quand on démarre son entreprise. D'avoir, parce que parfois le financier va bien et donc c'est plus facile. Parfois le financier va moins bien et il faut qu'on s'accroche sur d'autres choses qui vont mieux. Et puis ça permet, quand on a un trimestre difficile, de dire oui, alors certes, ce trimestre c'était pas la folie, mais on a quand même avancé sur ça, sur d'autres choses. On a fait plus de partenariats, on a fait plus d'événements, on a un plus beau site web, donc avoir d'autres indicateurs plus qualitatifs pour pas tout mettre uniquement sur est-ce que les chiffres sont rouges ou les chiffres sont verts. Vous avez mentionné l'importance de bien s'entourer, surtout des personnes bienveillantes. Vous avez mentionné aussi le fait d'écouter son intuition. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où cette intuition a été importante pour vous? Oui. Je vous ai évoqué le fait qu'à Genève, il y a beaucoup de personnes qui vont, qui viennent. Donc en fait, moi je construis un portefeuille de partenaires, si vous voulez, qui est en constante évolution. Donc il y a des nouveaux partenaires qui se rapprochent de nous et il y a des partenaires avec qui on cesse de travailler. Et sur les plaquettes ou les sites web, tout le monde est merveilleux. Donc moi j'ai une règle simple, il faut que je m'entende bien avec le CEO de l'entreprise partenaire. Et si j'ai pas un bon feeling personnel avec la CEO ou le CEO, j'entre pas en matière. Donc je vais pas investir de temps si j'ai pas une relation personnelle de qualité avec le partenaire. On est très sollicité pour toutes sortes de partenariats. Donc j'essaie de faire le tri parmi ces possibilités avec
les personnes en qui j'ai plus confiance. Et souvent, la confiance, ça prend pas mal de temps. Est-ce que cette intuition se manifeste autrement que par sentir de la sympathie ou de l'antipathie à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que vous pouvez décrire? Parce que aujourd'hui, je trouve que l'être humain a oublié cet outil. Et il est très, très important en entrepreneuriat. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Bon, je pense que c'est très difficile en visio. Donc en visio, j'arrive pas en 10 minutes à savoir si je me fais confiance ou si je me fais pas confiance. Donc c'est très bien pour les discussions initiales, pour un peu débroussailler les sujets. Mais à partir d'un moment, j'ai besoin de rencontrer la personne. Oui. Voir son expression, son body language, le sentir si la personne est fiable. Donc voilà, ça c'est le... Et après, il y a des choses qui s'expliquent pas vraiment. Parfois, on va à un événement de réseautage ou à un séminaire, il y a 15 personnes et il y en a une qui vous dit « Ah, mais j'ai l'impression que je m'entends bien avec cette personne, qu'on pourrait envisager un partenariat. » Alors que les 14 autres vous laissent complètement... ils sont très bien aussi, mais il y a pas l'étincelle, quoi. Yves, est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience, si vous vous souvenez d'un exemple où vous aviez écouté, mais pas, cette intuition, et quelles ont été les conséquences positives ou négatives? Oui, je peux vous donner un exemple où j'ai écouté mon intuition. Donc, je participais à un séminaire avec une vingtaine de personnes, et puis après qu'on ait fait un tour de table et où chacune et chacun ont pu se présenter, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une possibilité de collaboration avec une des participantes. Et donc, on a discuté plus à pas. Et effectivement, cette intuition s'est révélée être la bonne parce que elle faisait plein de choses extrêmement intéressantes. Il y avait pas mal de points communs. Et donc, ça, c'est un exemple où j'étais content d'avoir écouté mon intuition parce qu'il y avait ce fit qui s'explique pas facilement. Et depuis, voilà, on a développé un partenariat. C'était un exemple positif. Après, des exemples où je n'aurais pas suivi mon intuition. Peut-être continuer à travailler pour certains clients alors que mon intuition me dit que il y a peut-être plus grand chose à en attendre. Je continue par principe pour garder la relation, mais en fait à l'intérieur de moi je sais que la période de la lune de miel est terminée. D'accord, j'ai compris. Donc je vais essayer de résumer ce que j'ai compris et entendu de ce que vous nous avez raconté, donc notamment les conseils pour les entrepreneurs qui commencent. Donc, si j'ai bien compris, il faut bien planifier d'abord. Okay. Il faut avoir de la persévérance, de la flexibilité, écouter son intuition et suivre ses métriques. Comment on dit en français? Indicateurs. Les indicateurs, merci. Est-ce que c'est ça? Je crois que je n'aurais pas pu résumer aussi bien. Quelque chose d'autre à ajouter? Bon, déjà, si on arrive à faire ces 5 choses-là, c'est déjà très bien. Avant de passer vraiment à ce que Yves Zieba fait aujourd'hui, et notamment avec votre entreprise, j'aimerais juste comprendre, ou plutôt savoir, est-ce que l'entrepreneuriat vous a changé? Est-ce qu'il a changé? Yves Zieba. Est-ce que si vous n'aviez pas entrepris, si vous aviez continué votre chemin en tant qu'employé, vous seriez la même personne aujourd'hui? Alors, je pense pas. Je pense que l'entrepreneuriat m'a beaucoup transformé. Si je me souviens, l'époque où j'étais salarié, j'étais une personne parmi 70 000 employés. Donc, en fait, j'avais un rôle certes important, mais un tout petit rôle dans une très grande organisation. Et il y avait quelqu'un pour faire à peu près tout. Donc, il y avait quelqu'un pour faire la cantine, il y avait quelqu'un pour faire le IT, il y avait quelqu'un pour faire la facturation, il y avait quelqu'un pour s'occuper des clients. Donc,
En fait, on est extrêmement entouré et on est très bon dans une toute petite niche. Et l'entrepreneuriat, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que quand on démarre, il n'y a personne. Donc, on doit réparer l'imprimante, aller chercher le courrier, enfin, faire plein de choses qui semblent peut-être anodines, mais qu'on n'a plus besoin de faire ou qu'on n'a pas besoin de faire dans la grande entreprise parce qu'il y a une fonction support pour tout. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup transformé, puis je pense que ça m'a fait du bien aussi de me rendre compte que faire tourner une entreprise, il y a plein de choses à faire. Et voilà, et puis moi j'ai une quête de liberté qui est assez forte, donc c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu être entrepreneur. Donc voilà, l'entrepreneuriat me donne cette liberté. Il y a d'autres contraintes, mais je suis très épanoui de la liberté que l'entrepreneuriat me procure. On dit que tout a un prix dans la vie. Donc, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous êtes tout à fait à l'aise avec les prix que vous payez pour avoir cette liberté. Alors, je pense que la liberté n'a pas de prix. Je pense que ça n'a pas de prix. Si vous me demandez combien ça coûte la liberté, je ne saurais pas vous donner un chiffre. Mais je sais que c'est très important. Je raconte parfois l'histoire. Chez Reuters, on avait beaucoup de liberté, mais il y avait une liberté qu'on n'avait pas, c'était celle d'écrire. Parce que, n'étant pas journaliste, ceux qui avaient le droit de s'exprimer en externe, c'était uniquement les journalistes, ce qu'on peut comprendre. Et donc, en fait, bizarrement, une des choses que j'ai beaucoup appréciées en quittant Reuters, c'est le fait de pouvoir m'exprimer. Sans craindre de dire une bêtise ou qui ne représenterait pas la ligne éditoriale, etc. Ça. Donc en fait, effectivement, on gagne et on perd des choses. Donc j'ai perdu 70 000 collègues du jour au lendemain, mais j'ai récupéré ma liberté d'expression, j'ai récupéré ma liberté d'entreprendre, j'ai un monde d'opportunités qui s'est ouvert à moi. Donc, mais c'est vrai que c'est un gros changement quand même. Donc pour celles ou ceux qui s'apprêtent à passer d'une situation d'une grande entreprise où tout est fait pour vous à devenir entrepreneur tout seul, il y a quand même un certain choc et un certain nombre de changements d'habitude à mettre en place. Est-ce que l'entrepreneuriat vous a apporté de la confiance en vous? Vous l'aviez déjà. Je me suis rendu compte d'une chose. Moi, je pensais être capable de vendre tout à n'importe qui. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le cas. Que c'était pas pareil quand on a une grande marque d'une entreprise de 70 000 employés ou quand on est tout seul avec sa propre marque naissante. Donc, il y a une sorte de réalité de marché qui se présente. C'est beaucoup plus facile d'avoir un entretien avec un client quand on représente une grande entreprise que quand on représente une petite entreprise. Donc tous ces petits éléments mis bout à bout font que j'ai dû trouver d'autres façons. Donc j'ai beaucoup de réseautage. Comme c'est plus difficile d'ouvrir les portes, et je cherche à trouver d'autres moyens de rencontrer les personnes. Donc on s'adapte. Mais c'est vrai que on ne peut pas remplacer la force d'une entreprise de 70 000 employés par une personne et quelques partenaires. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, ce que j'entends là, c'est finalement que lorsque vous allez chercher des clients en représentant une grande marque comme Reuters, c'était bien plus facile et que la friction lorsqu'on est solopreneur ou entrepreneur d'une PME est bien plus compliquée. Mais est-ce que la marque personnelle est importante pour un entrepreneur? Je pense qu'elle est primordiale. Et la marque personnelle, quand on travaille dans le salariat, elle est surtout interne en fait. On est connu par ses collègues, éventuellement quelques clients si on est au contact client. Mais c'était plus mon cas depuis quelques années parce que j'étais dans des fonctions managériales, donc je faisais 100% de mon temps de l'interne, de l'organisation, du process, du recrutement. Donc en fait, ma marque personnelle avait beau être très bonne en interne chez Reuters, j'étais un inconnu en dehors. Et donc ça,
le temps d'établir sa marque personnelle en dehors de l'organisation de son employeur, ça prend un certain temps. Moi, j'ai fait du blogging, que j'ai fait des podcasts, que j'essaie de me faire connaître, pour que, parce que c'était pas un produit Reuters que je vendais, mais c'était des produits de mon entreprise que je vends. Donc, voilà. Et puis, on est confronté sans arrêt à des questions de depuis combien de temps vous existez, quelle est la taille de votre équipe, etc. Donc, c'est pas pareil de dire on existe depuis 150 ans et on est 70 000 que de dire j'ai créé mon entreprise hier et je suis tout seul. Tout à fait. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne qu'il faut identifier des croyances limitantes. D'accord. Quelles sont les croyances limitantes auxquelles Yves a dû faire face? Croyances limitantes. Je pense qu'il y a après quelques années, on a une sorte d'historique. On sait quels sont nos coûts, quels sont nos revenus. Et ça, on a tendance à baser l'année d'après sur l'année d'avant. Où on a tendance à croire que les mêmes choses vont se répéter d'une année à l'autre, qu'on va avoir les mêmes clients, qu'on va aller aux mêmes événements, etc. Et ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de crises, il y a tellement de changements, tout, qui fait qu'une année n'est jamais la même que l'autre. Donc pendant longtemps, je pensais que les années allaient se répéter, que j'allais juste rajouter des clients on top d'une année sur l'autre. Mais en fait, les choses changent beaucoup plus que ça. Donc c'était, je sais pas si c'est une croyance limitante, mais c'était une hypothèse qui ne s'est pas vérifiée. Mais là, heureusement, j'avais des conseillers, des conseillères qui ont su me dire « Non mais Yves, tu es trop impatient, tu vas voir que ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que tu imagines. » Donc ils m'ont un peu remis les pieds sur terre. Yves, pour un entrepreneur débutant, est-ce que c'est indispensable, nécessaire ou important, ou ce n'est pas du tout important d'avoir un mentor? Alors pour moi, c'est indispensable parce que on ne peut pas tout savoir et parce que on a un risque d'isolement aussi, d'aveuglement. Donc si on ne veut pas se retrouver tout seul pour durer, on a besoin d'être bien entouré. C'est fondamental. Yves, on va passer maintenant au présent. Qu'est-ce qui fait Yves aujourd'hui? Racontez-moi la société que vous avez aujourd'hui, à qui elle s'adresse. Racontez-moi tout ça. Alors aujourd'hui, on développe Synthesia, qui est une entreprise suisse. On développe l'entreprise sur un plan stratégique 2026-2028, qui correspond à l'année 4-6 de l'entreprise. Et on s'adresse principalement au secteur de la santé et au secteur des green tech, avec une offre de solutions liées à l'intelligence artificielle pour les aider à mettre en place une stratégie d'intelligence artificielle au sein de leur organisation. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes des consultants qui vous adressez à des sociétés, à des institutions pour leur permettre d'innover, surtout dans tout ce qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que j'ai bien compris ou c'est pas du tout ça? Oui, c'est ça. En fait, on observe que les organisations commencent à utiliser les outils et nous, on les aide à mettre en place une stratégie qui soit cohérente en leur indiquant quels sont les cas d'usage qui fonctionnent, ceux qui sont déjà validés, ceux qui peuvent mettre en place dans leur organisation. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret de comment pouvez-vous aider une société? Oui, bien sûr. Imaginons qu'une société a envie d'utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour ses ressources humaines. On va cartographier les processus du département des ressources humaines, du recrutement au licenciement, en passant par les mobilités, les formations. Et on va voir dans chacun de ces processus ressources humaines comment l'intelligence artificielle peut les aider à aller plus vite, ou améliorer la qualité, passer plus de temps avec l'humain. Donc voilà, c'est un exemple concret qu'on peut mettre en place auprès des organisations. Et typiquement, quel est l'avantage, quel est le résultat en temps, quels sont les bénéfices qu'une société peut obtenir lorsqu'elle passe vraiment à l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est bien utilisée aussi, parce que souvent les gens l'utilisent, mais l'utilisent mal.
Oui, c'est vrai. Un exemple concret, un département de finance qui va revoir passer en revue ses acheteurs, va pouvoir trouver des économies de coûts, va pouvoir comparer plus de fournisseurs possibles, ça va pouvoir améliorer les processus achats ou les processus de vente et gagner, alors, il y a des chiffres qui circulent entre 20 et 30%, mais gagner en temps et donc en argent par rapport à leur façon de faire actuelle. Qu'est-ce qu'on pourrait, alors on va dire une moyenne bien sûr, quel est le pourcentage qu'une société pourrait espérer obtenir s'il utilise bien l'intelligence artificielle? Concrètement, quel est l'incrément de bénéfices ou de chiffre d'affaires que l'entreprise pourrait s'attendre à avoir? Alors, si tout est bien en place, c'est-à-dire que si les données sont structurées correctement, si les processus sont documentés, on peut avoir d'énormes gains d'efficacité, d'efficience et de productivité, de l'ordre de 20 à 30%. Voilà, nous, ce qu'on ajoute également, c'est une touche de prise de conscience par rapport à où vont les données, est-ce qu'elles restent sécurisées, qui peut voir quoi, parce que il y a le côté opportunité qu'on vient de décrire, on peut réduire les coûts, augmenter le chiffre d'affaires, mais il y a aussi une partie risque dans la gouvernance qui est importante, parce que certaines intelligences artificielles peuvent avoir des biais, des hallucinations, introduire des nouveaux risques qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir dans les organisations. Donc il y a à la fois le côté opportunité, dont tout le monde parle, mais il y a aussi le côté risque à prendre en considération. Quel est le degré de difficulté pour une entreprise, notamment pour les travailleurs, de vraiment passer du traditionnel à travailler avec l'intelligence artificielle? Je crois que ce qu'on entend, c'est que c'est relativement difficile. C'est-à-dire que dans les expériences qui sont mises en œuvre, par exemple dans les hôpitaux, il y a à peu près 1 personne sur 5 qui est déjà formée, qui est déjà utilise certains outils, etc. Donc il y en a à peu près 4 sur 5 qui s'y sont pas encore réellement mis, ou qui ont peur, ou qui ne voient pas l'intérêt, qui pensent pouvoir l'utiliser pour des choses que l'IA ne peut pas faire. Donc je pense qu'on est encore au début et ça va très vite. Donc tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles versions, il y a des agents IA qui parlent entre eux, etc. Donc on est dans un temps où ça s'accélère très fort. L'IA peut faire plein de choses, mais nous on ne comprend pas encore ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, là où on devrait l'utiliser en priorité parce qu'il y a un fort gain potentiel, par rapport à là où on ne devrait peut-être pas se précipiter parce qu'il y a beaucoup de risques. Donc on est un peu dans ce moment. Justement, qu'est-ce qu'on risque avec l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre le contrôle du monde? Est-ce qu'on va tous perdre nos emplois, notre travail, parce que ce sera l'intelligence artificielle? Comment ça se passe? Alors, on peut faire des scénarios catastrophes ou on peut faire des scénarios optimistes. Il y a les deux existent. Je pense que ce qu'on va d'abord voir, c'est les avantages, donc les gains d'efficacité, les gains de productivité. Et ce qui va commencer à faire surface, c'est les problématiques en termes de droits d'auteur, les problématiques en termes de biais, les problématiques en termes d'éthique ou de morale. Il y a, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait des problématiques avec le réseau X, que vous avez peut-être suivi, avec une IA qui pouvait déshabiller des personnes. Donc voilà, il va y avoir besoin de réguler, parce que comme toutes les technologies, il peut y avoir des bons usages ou des mauvais usages. Alors, vous nous avez expliqué maintenant les avantages d'adopter justement l'intelligence artificielle et d'apprendre à bien l'utiliser. Quel est le coût de ne pas le faire? Qu'est-ce qui se passe si une entreprise décide de continuer à travailler sans l'intelligence artificielle, aujourd'hui en 2026, voire pour l'avenir? Alors, je pense que ce qu'elle gagne, c'est qu'elle n'a pas de nouveaux risques, mais ce qu'elle perd, c'est sa concurrence, sa compétitivité. C'est-à-dire que ses concurrents directs vont aller plus vite et ils vont être rapidement dépassés, en fait. Est-ce que nous avons des estimations par rapport aux chiffres des entreprises qui vont utiliser
l'entreprise, pardon, est-ce que nous avons aujourd'hui des estimations par rapport aux entreprises qui vont vraiment implémenter l'intelligence artificielle dans les années à venir? Est-ce qu'on sait plus ou moins comment est-ce que ça va évoluer? On peut faire quelques prédictions, oui, parce que pour le moment, on parle beaucoup d'agents IA ou de prompting, donc le fait de rentrer des instructions à une intelligence artificielle pour qu'elle fasse une tâche. En fait, on va très vite aller au-delà du prompting, donc on aura comme conséquence le fait que on n'a pas besoin de savoir coder pour utiliser les intelligences artificielles. Et l'autre tendance très forte, c'est le fait que les intelligences artificielles et les IA communiquent entre elles. Donc ça ouvre des nouvelles questions de contrôle notamment. C'est-à-dire que voilà, c'est dans un dialogue entre deux IA, qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui l'a créé? Est-ce que c'est celui qui l'utilise? Qu'est-ce qui se passe dans ces dialogues entre IA? Donc ça, je pense que c'est un nouveau pan de l'industrie qui est en train d'arriver très fort et très vite, sur lequel les entreprises ne sont pas encore positionnées. Quel est le client cible de Synthesia aujourd'hui? Quelles sont ces entreprises ou des institutions? Avec qui est-ce que vous travaillez? Alors, on travaille avec le secteur de la santé, avec le secteur de l'environnement et avec le secteur du trading. Ok. Donc, 3 secteurs cibles. Plutôt avec les grands groupes. Est-ce que vous avez une équipe? Où est-ce que vous êtes? Oui, alors moi je suis l'associé fondateur, j'ai un directeur, et puis on est organisé par projet et par événement. On a des équipes projets, des équipes événements. On a également un club des jeunes professionnels de moins de 30 ans et un conseil consultatif qui m'entoure. Ces mêmes personnes qui m'alertent quand je m'entête ou m'encouragent à aller à persévérer quand ils ont l'impression que ça va dans la bonne dimension, dans la bonne direction. Ça fait maintenant combien d'années que Synthesia existe? Ça fait un peu plus de 3 ans. Que de 3 ans maintenant. Et d'ici 10 ans, où est-ce que Synthesia est dans votre mission? Comment vous la voyez, Synthesia? Alors, sur les 10 prochaines années, on souhaite se développer en Suisse et en Europe. Donc géographiquement, on est au clair par rapport à notre stratégie de développement. Et on souhaite rester, on pense que l'intelligence artificielle va durer 2-3 ans. Donc cette activité de conseil en intelligence artificielle va durer pendant 2-3 ans. Des années pendant lesquelles on va pouvoir aider nos clients à tester, à expérimenter, à déployer des technologies, à être prêts pour leur investissement, à former. Voilà, dans 2-3 ans, on va probablement modifier notre stratégie parce que d'autres évolutions seront arrivées entre-temps. Donc 10 ans, c'est difficile à dire. On aimerait faire beaucoup de place à notre intuition, être de plus en plus présent pour nos clients, continuer notre progression géographique. Donc physiquement, vous êtes à Genève, vous avez vos bureaux à Genève? Oui, ça? On est une société basée à Genève, tout à fait. Et actuellement, vos clients sont surtout à Genève ou est-ce que vous êtes actifs dans d'autres régions, voire dans la Suisse allemande? Comment ça se passe? Alors, la Suisse romande, c'est notre cœur de marché, mais on a aussi des collaborations avec les pays de l'Union européenne, donc notamment la France, l'Espagne, la Belgique, la Suède, la Slovaquie. Et on a quelques collaborations avec le Moyen-Orient. Ok, parfait. Donc, je pense qu'on va laisser dans les commentaires les liens pour la page web de Synthesia. Est-ce que vous êtes actif aussi dans les réseaux sociaux? Oui. Alors, on a notre site web synthesia.com et on est également actif sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn, également sur X, sur Bisky et sur Instagram. On dédie le canal Instagram pour une communication envers les jeunes de moins de 30 ans. Donc, vous ne trouverez pas exactement la même chose sur LinkedIn, X ou Instagram pour cette raison-là. Donc, juste pour concentrer un peu ça, si j'ai bien compris, donc les sociétés, les institutions qui sont actives dans les sports, dans la santé,
et dans vous me rappelez, L'environnement, l'environnement. Donc, ils peuvent vous contacter Oui. pour vraiment implémenter tout ce qui est intelligence artificielle et espérer augmenter des 20 à 30% leur chiffre d'affaires, par exemple. Ça peut être un objectif, tout à fait. Et des autres objectifs? Ça peut être réduire le coût au niveau des achats, ça peut être améliorer l'expérience de leurs employés, fidéliser leurs employés, fidéliser leurs clients. Il peut y avoir plein d'objectifs que l'on peut traiter. D'accord. J'aimerais maintenant qu'on parle d'un événement qui va avoir lieu très bientôt à Genève. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu à qui il s'adresse, de quoi il s'agit? Oui, alors il s'agit d'un événement sur le thème Innover avec Impact qui va se dérouler le 21 mars de 9h à 17h à la Maison des Associations de Genève. Et l'intention, c'est de réunir l'ensemble des personnes qui veulent innover avec impact. Donc ça concerne potentiellement tout le monde, ça peut être des entrepreneurs qui sont déjà entrepreneurs, qui souhaitent le devenir. Ça peut être aussi des personnes qui sont à l'intérieur d'organisations, qui ont besoin de se réinventer, qui ont besoin d'innover, qui ont besoin qui ont des idées qu'elles souhaitent mettre en œuvre. Et la journée commencera par une petite conférence et sera suivie par un accompagnement avec des coachs. Qu'est-ce que les personnes qui vont participer à cet atelier peuvent espérer d'apprendre? Avec quoi est-ce qu'ils vont repartir notamment? Alors, elles vont repartir avec l'envie d'agir, l'envie d'innover, et surtout, pas innover n'importe comment ou pas innover uniquement de façon technologique, mais innover avec un objectif, avec un purpose, comment dire en anglais, donc pour avoir un impact, que ce soit environnemental, sociétal, en termes de gouvernance. Donc on ne va pas parler d'innovation pour l'innovation, mais on va parler d'innovation pour avoir un impact. Est-ce qu'on peut dire que finalement, les personnes qui vont assister à ce workshop vont prendre conscience, en fait, de ce que l'on peut faire avec l'entrepreneuriat en termes d'impact, justement? Oui, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une belle option pour avoir un impact, parce que ça permet de mettre en place un plan d'action et de le développer soi-même et avec d'autres. Et que ce soit au sein d'une organisation ou en création d'activités, il y a plusieurs méthodes et outils pour avoir cet impact. Donc, le 21 mars, cet atelier aura lieu à Genève. Où est-ce qu'il aura lieu, cet atelier? Alors, cet atelier aura lieu à la Maison des Associations, dans la salle Gandhi, donc c'est dans le quartier de Plainpalais. Donc, c'est très pratique pour que les gens puissent y arriver. Il y a des bus, donc il y a des parkings à côté. Donc, c'est toute la journée, donc ça va être un atelier intensif. Et à qui il s'adresse notamment? Vraiment, qui sont les personnes qui peuvent participer et qui peuvent espérer vraiment tirer quelque chose de cet atelier? Alors, il s'adresse aux personnes qui ont envie d'entreprendre et d'innover et d'avoir un impact, que ce soit un impact sur l'environnement, sur la société ou sur la gouvernance de leur projet ou de leur entreprise. Qui est l'organisateur de ces workshops? Est-ce que c'est vous, c'est Synthesia? Comment ça a été organisé? Alors, Synthesia fait partie des partenaires. Là, moi, je ferai la conférence d'ouverture. Mais les participants seront accompagnés par des coachs en plus petits groupes. Et l'idée, c'est de faire émerger un groupe, une communauté autour de l'innovation pour l'impact. Ce sont surtout des personnes qui viennent de Genève, des alentours, j'imagine. C'est ouvert à tout le monde, mais on imagine que par proximité, on aura plutôt des personnes qui sont proches de Genève. Donc voilà, on va laisser donc un lien dans les commentaires que toutes les personnes qui vraiment sont intéressées par l'entrepreneuriat et l'innovation puissent s'inscrire. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui va apporter énormément, beaucoup de conscience, beaucoup d'innovation aux entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui sont déjà des entrepreneurs et qui souhaitent avoir une nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Yves, un grand merci d'avoir participé à ce tout premier épisode du podcast. La toute dernière question avant de vraiment nous dire au revoir. Vous m'avez raconté votre histoire. Je vous remercie vraiment de votre confiance. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous serez de nouveau entrepreneur? Oui,
sans hésitation. Le chemin depuis le début de l'entrepreneuriat a été plein de belles rencontres, plein de beaux moments et beaucoup de liberté aussi. Donc c'est sans hésitation que je le referai. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup. Tout bon. Merci bien.